Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Je suis Sacha et je suis passionnée de théâtre et spectacle en tout genre. Sur ce podcast, je reçois à mon micro des personnalités du monde du spectacle. Comédiens, metteurs en scène, auteurs ou autres, l'idée, c'est de vous faire découvrir les coulisses de ce monde où tout n'est pas que paillettes. Cette fois-ci, j'ai eu la chance de recevoir à mon micro Salomé Villiers. Salomé est comédienne et metteuse en scène. Elle joue actuellement dans le spectacle Les Liaisons dangereuses à l'affiche de la Comédie des Champs-Élysées à Paris. Dans cette interview, Salomé m'a raconté son parcours, m'a parlé du spectacle Les Liaisons dangereuses bien sûr, de la manière dont elle prépare ses rôles et de tout un tas d'autres choses que je vous laisse découvrir. J'ai passé un super moment en compagnie de Salomé et j'espère que vous aussi en écoutant cette interview. Alors, bonne écoute. Bonjour Salomé. Bonjour Sacha. Merci d'avoir accepté cette interview. Et merci de me l'avoir proposé. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ? Alors, je m'appelle Salomé Villiers, je suis comédienne et metteuse en scène. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? Alors, moi, j'ai commencé mes cours d'art dramatique quand j'étais encore au lycée. J'étais chez une prof géniale que j'adorais qui s'appelle Mireille Delcroix. Elle m'a fait préparer les concours d'entrée pour les conservatoires. Et je suis rentrée au conservatoire du 11e et du Centre. J'étais chez Philippe Pérussel et Alain Itier. Voilà, c'était deux profs que j'adorais et que j'adore encore parce que Philippe, on a travaillé ensemble après par la suite. J'ai passé 3 ans et demi dans ce conservatoire. Donc c'était formidable parce qu'en fait on était toutes les années confondues. Et Alain et Philippe mettaient un point d'honneur à aussi nous essayer d'éveiller des vocations de metteurs en scène. Et c'est là que je me suis rendu compte que la mise en scène m'intéressait tout autant que le jeu d'acteur, grâce à eux. Et donc, parce ils avaient mis en place des ateliers, en fait, qui étaient les spectacles de fin d'année des élèves, mais qui étaient mis en scène par les élèves. Et donc, il fallait présenter à chaque fois son projet devant les profs. Et on avait une petite bourse pour pouvoir mettre en scène son spectacle. Et c'est comme ça que j'ai commencé et que j'ai fait ma première mise en scène d'un truc complètement barré qui s'est appelé Le Petit Traité de la manipulation à l'usage des honnêtes gens. Et parce que c'est un bouquin de psycho qui a été refait en pièce de théâtre. J'étais tombée dessus par hasard à la librairie théâtrale. Et en fait, j'ai fait ma propre adaptation. Bon, après, ça restait dans un cadre d'élèves et de profs. Il n'y avait pas de droit d'auteur, de vente de quoi que ce soit de billets. Mais enfin voilà, ça a été une superbe expérience. Donc c'est grâce à eux que j'ai découvert vraiment que la mise en scène, c'était autant mon dada que le jeu d'actrice. Et en fait, après le conservatoire, j'ai pas fini ma 4e année parce que Alain est décédé et Philippe est resté tout seul. Il y a eu toute une année un peu de transition bizarre du coup après la disparition d'Alain. Et en fait, pendant cette année-là, j'ai monté avec 2 camarades, avec Bertrand Meunier et François Limbaud, on a monté notre compagnie et qui s'appelle toujours La Boîte aux Lettres. Voilà, moi je fais plus partie de La Boîte aux Lettres, mais en tout cas, on l'avait monté tous les 3 ensemble à cette époque. C'est marrant parce que le fait de revenir sur son parcours, parce que voilà, je fais plus partie de cette boîte aux lettres parce que moi j'ai voulu monter une boîte de production, mais on continue à travailler ensemble avec François et Bertrand et la boîte aux lettres. On est en camaraderie quoi, on travaille ensemble. Et voilà, c'est les familles qui naissent comme ça. Et donc j'ai monté mon premier spectacle avec eux, qui était Le Jeu de la mort et du hasard de Marivaux. Je mettais en scène mon professeur. Ouais, c'était assez étonnant en tout cas pour l'époque. Enfin pour moi qui sortais de l'école, j'avais pas encore toutes les armes, j'étais encore un peu verte. J'étais très impressionnée et très heureuse de mettre en scène Philippe, qui a été remarquable et aussi très pédagogue parce que dans sa façon de se laisser mettre en scène et dans sa façon d'être un regard extérieur très bienveillant, ça a été une grande chance. Et ce projet a été fou parce que on l'a joué pendant 5 ans. Ah oui, quand même. On l'a joué dans le monde entier. On est allé faire des dates à San Francisco, à Casablanca, à Hong Kong. Enfin, ça a été vraiment une très très belle expérience.
Et donc il y avait Bertrand, il y avait François, il y avait Raphaël Lehmann, il y avait Étienne Launay. Voilà, on était tous les 6. On était tous issus du conservatoire de l'école de Philippe. Après, chacun, on a monté des projets différents à droite, à gauche. Moi, je suis vraiment aussi que les mises en scène, c'était mon truc. Et donc j'ai quitté la boîte aux lettres pas, enfin parce que je ne voulais plus travailler avec mes camarades, mais c'est parce que j'avais envie de monter une boîte de production. Et donc Étienne, moi et Frédéric de Brabant et Jérôme Réveillère. Avant, il y a une Pierre Elie qui a aussi été dans le Marivaux parce que à un moment donné, on a tous été en alternance parce que le spectacle continuait. Et Pierre, qui est un de mes meilleurs amis aussi, et qui est aussi issu du conservatoire. Voilà, on a essayé de monter cette boîte de production et nous, on y est encore avec Étienne, Jérôme Réveillère, Frédéric de Brabant et moi. Et c'est une boîte qui s'appelle Prismo. Et qu'est-ce que ça t'apporte, le fait de faire de la mise en scène en tant que comédienne? Puisque du coup, tu as les deux casquettes, tu as des projets où tu es comédienne, des projets où tu es metteur en scène. Je trouve que les uns, l'un nourrit l'autre. Je me vois pas ne faire qu'un seul, je me vois pas faire qu'une seule chose. Je ne me vois pas être que comédienne ou que metteur en scène. C'est d'ailleurs des émotions très très différentes. Et j'en avais parlé avec Anne Bouvier, qui est une artiste que j'adore, qui est aussi comédienne et metteuse en scène. Et par exemple, elle, le trac est plus là en tant que comédienne qu'en tant que metteur en scène. Alors que moi, en tant que metteur en scène, le jour de la première, je suis à 2 doigts de frôler l'AVC. Tellement j'ai le trac. J'ai beaucoup plus le trac en tant que metteur en scène qu'en tant que comédienne. Ah, c'est drôle. Ouais. Et c'est marrant parce que quand j'ai mis en scène Delphine, parce que pareil, Delphine Depardieu, c'est une très, très vieille amie. Ça fait, 8-9 ans qu'on se connaît. Et, le jour de la première, de Badine où je l'ai mis en scène, elle me fait, ah, tu stresses, hein. Tu contrôles plus rien, hein. Ça t'appartient plus, hein. Ah, c'est stressant, hein. Et oui, elle avait raison. C'est pour ça. C'est-à-dire que, évidemment, le metteur en scène, c'est le chef d'orchestre, mais le jour de la première, le spectacle lui appartient plus. Le spectacle appartient aux acteurs. Ils peuvent faire n'importe quoi. Et ouais. Et c'est ça qui est beau, en même temps. Mais ça n'arrive pas. Non, mais c'est vrai que, je me souviens le jour de la première de la grande musique, au Festival Phoenix, j'étais assise à côté de Stéphane Guérin, qui est l'auteur de la pièce. Je crois que je lui ai brisé 4 phalanges. On se tenait la main pendant tout le spectacle et on était très très stressés. Et lui et moi, on était très heureux, très joyeux. Mais c'est un trac. Pour le coup, moi j'ai le trac en tant que comédienne, mais il ne me paralyse pas. Alors que quand j'ai le trac en tant que metteur en scène, faut pas me parler, quoi. C'est-à-dire que vraiment, je suis soit surexcitée, soit genre mutique. Genre, ouais. Je m'exprime par onomatopée, quoi. C'est compliqué. Donc ouais, c'est tellement, ça n'a tellement rien à voir et en même temps, ça se nourrit tellement l'un de l'autre. Je crois que mon expérience, enfin, j'ai pas non plus une expérience de folie, hein, mais je crois que mes expériences dans les deux domaines, en tout cas, nourrissent l'un comme nourrissent l'autre. Je crois que être comédienne a peut-être fait que ma direction d'acteur s'est affinée et que j'ai trouvé des clés pour diriger les comédiens parce que je suis aussi comédienne. Et je crois que ma compréhension en tant que comédienne du metteur en scène et d'un texte et de ce qu'on a à défendre en tant que comédien vient aussi du fait que j'ai fait de la mise en scène et du coup je pense que l'un nourrit l'autre. Voilà. Et donc là, en tant que comédienne, tu joues en ce moment dans Les Liaisons dangereuses, donc qui est une adaptation du roman très connu de Choderlos de Laclos, qui est mis en scène par Arnaud Denis. Est-ce que tu peux nous pitcher ce spectacle? Alors, le pitch, donc, ce sont deux... tu veux le résumé du roman? Allez. Ce sont deux libertins cyniques que Merteuil, Madame de Merteuil et le vicomte de Valmont. C'est ce qui est intéressant aussi, parce que c'est un de mes livres préférés depuis que j'ai 15 ans et
Et puis j'ai aussi eu la joie de mettre en scène un autre texte qui se passe 15 ans plus tard, qui s'appelle Merteuil, de Marjorie Frantz. Et ce que je trouve très intéressant avec ces deux personnages, Merteuil et Valmont, quand on parle de libertinage, ce ne sont pas que des débauchés. C'est le libertinage, en tout cas de l'époque, c'était aussi une philosophie que Choderlos de Laclos dénonce. Enfin, dénonce. Il la dénonce parce qu'il la montre. C'est une philosophie de cyniques. C'est des grands cyniques. C'est des monstres d'intelligence. Ce n'est pas que des gens qui se roulent dans la luxure sans aucun état d'âme. Au contraire, ils en ont des états d'âme. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant. Et donc, je fais le résumé avant de partir dans tous les sens. La marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont sont deux anciens amants qui ont décidé de devenir deux grands amis et qui ont pour but, pour se sentir vivants, de se fixer des objectifs de séduction. Et la marquise, elle, vient d'être quittée par un amant de manière assez brutale, donc elle cherche à se venger. Et elle va envoyer le vicomte de Valmont séduire la jeune fille que l'amant de Merteuil va épouser. Et cette jeune fille a 14 ans, elle sort du couvent, elle s'appelle Cécile de Volanges. Et en même temps, en parallèle, le vicomte de Valmont a fixé son désir sur la présidente de Tourvel, qui est mariée, qui est une femme pieuse, qui a des principes, des valeurs, et il se dit que ce serait ce qui est plus beau que de détourner cette femme de son droit chemin. Donc évidemment, ça va grimper en épingle, ça va monter en épingle, et ça finit pas très bien. D'où le titre, Les liaisons dangereuses. Et on ne dira pas pour ceux qui n'ont pas lu le roman et pas encore vu la pièce qui est vraiment géniale, que je recommande. Et alors, tu disais que tu étais fan de ce bouquin depuis très longtemps. Ouais. Comment t'es arrivée sur ce projet ? En fait, on avait travaillé ensemble avec Arnaud sur beaucoup de bruit pour rien que j'avais commis en scène avec Pierre-Élie, dont je parlais tout à l'heure. Arnaud jouait le prince dans beaucoup de bruit pour rien. Et à l'époque, il disait qu'il voulait monter les liaisons. Et je lui ai dit, si tu cherches une présidente de Tourvel, coucou. Tu voulais ce rôle-là en particulier ? Ouais, parce que je trouve que Madame de Merteuil, elle est passionnante et peut-être un jour j'aurai. Moi, j'ai toujours été passionnée par ce personnage. Elle est magnifique. Mais c'est vrai que j'ai toujours été très intriguée par la présidente de Tourvel. Pourquoi ? Parce que je la trouve mystérieuse. Je trouve que ce qui est très intéressant à jouer dans la partition, c'est que il y a pas énormément de texte, mais il y a énormément de choses à jouer. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que sans le texte, dans les silences, dans les regards, dans l'écoute, il y a énormément de choses à jouer. C'est un personnage qui se bat contre elle-même. Je pense que le fait d'avoir rencontré Valmont, ça lui a déclenché des émotions qu'elle n'avait jamais connues. Je ne pense pas que Madame de Tourvel prône le bonheur marital, mais je ne pense pas qu'elle soit amoureuse de son mari. Je pense qu'effectivement, on est dans une société qui est dépeinte par Laclos comme une société patriarcale. Et c'est rigolo parce que j'écoutais une chronique de Juliette Arnaud à la radio qui parlait de ce livre en disant que c'était un de ses livres préférés et elle parlait de la vision des nullipares dans la littérature française classique. Et les nullipares, je ne savais pas ce que c'était. Les nullipares, ce sont des femmes qui n'ont pas d'enfants. Et c'est vrai que dans le livre de Laclos, on a quand même 4 portraits de femmes qui sont très différentes, voire presque les opposés au niveau des caractères. Aucune ne parle d'enfants. Aucune ne parle de maternité. Aucune, et que ce soit même la plus pieuse d'entre elles, elle ne parle jamais d'enfants. Et c'est 4 femmes qui vont essayer effectivement de vivre, de survivre dans ce monde masculin. Et chacune à leur manière. Alors Merteuil en devenant plus royaliste que le roi, on va dire ça comme ça, et en écrasant tout sur son passage. Et Madame de Tourvel, oui, elle me fascine parce que je trouve ça très intéressant pour une comédienne d'avoir autant de choses à jouer
sans texte, en fait. Alors, elle parle, hein, évidemment, Oui. mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement de couches à trouver sur ce personnage. C'est tellement discret, c'est tellement élégant, c'est tellement pudique, et à la fois c'est fiévreux, passionné, érotique même à certains moments quand elle craque. Il y a quelque chose de simple dans l'érotisme de ça, et en même temps, oui, c'est simple parce qu'elle baisse les armes, tout simplement. Et c'est marrant parce que quand on pense que Laclos est un ancien militaire, d'ailleurs toujours militaire, quand il écrit Les liaisons dangereuses, il est en garnison, il s'emmerde et il imagine les liaisons dangereuses, et il a écrit un des livres les plus sulfureux qui soit dans la littérature. Pas par rapport aux personnages de Valmont, parce que les personnages de Casanova, il y en avait déjà eu avant, il y avait eu Don Juan, il y avait eu Casanova, justement. Mais c'est par rapport à cette Madame de Merteuil qui défraie la chronique, c'est la première fois qu'on voit un personnage féminin dans la littérature qui prend le contrôle de tout ce qui se passe et qui se voit même dépassé par ses manigances. Et quand on pense que le livre a été interdit à toutes les femmes, parce que ils avaient peur, ça se passait sous le manteau, ils avaient peur que les femmes veulent ressembler à Madame de Merteuil. Mais il n'y a pas que Madame de Merteuil, quand on y réfléchit, le craquage de Madame de Tourvel, qui va la mener jusqu'à la mort, c'est terrible, parce qu'il y a vraiment, et c'est vrai que Laclos parle d'amour comme on parlerait de stratégie militaire. Et c'est bien Merteuil qui dit à Valmont, c'est ma victoire plus que la vôtre. C'est moi qui l'ai frappé à travers vous. Elle utilise un vocabulaire militaire. Elle n'utilise pas le vocabulaire classique de l'amour. Et effectivement, c'est pas pour rien que j'ai utilisé cette expression que Madame de Tourvel va baisser les armes, va baisser la garde, parce elle a ce bouclier de la religion qui l'empêche de vivre toutes les sensations qu'elle pourrait vivre. Voilà. Mais je pense pas que Madame de Tourvel soit une bigote. Je pense pas qu'elle rentre en religion par bigoterie. Je pense qu'elle est dans la religion parce qu'elle a la foi, tout simplement, parce que moi qui ne suis pas religieuse, qui ne crois pas spécialement en religion particulière, j'aime à penser que ce personnage a la foi. Et comment on interprète un personnage qui a la foi, pas c'est pas Tartuffe en fait. C'est intéressant de pas être dans un extrême, en tout cas pour ce personnage-là qui dans le combat, elle me faisait penser aussi un peu, de manière très très lointaine, à Phèdre, qui a son amour interdit pour Hippolyte, qui a du Marguerite aussi de Faust, parce que Marguerite va mourir. Faust, pareil, c'est un mythe qui est tellement magnifique. Et d'ailleurs, je crois que c'est Arnaud qui m'avait dit ça à un moment donné. Elle va tomber amoureuse du diable. Elle va tomber amoureuse de son cancer. Valmont, c'est son cancer. Tu vois, donc c'est vrai que ce personnage de Madame de Tourvel, moi, m'a toujours intriguée, et j'ai été très heureuse quand Arnaud m'a proposé de l'interpréter. Et est-ce que du coup, comme c'est un personnage qui est quand même très connu de la littérature, tu t'es préparée différemment pour ce rôle-là que pour un autre rôle, en relisant par exemple plusieurs fois le livre? Non, j'ai voulu y aller assez instinctivement. Enfin, je connais l'œuvre très bien, et j'ai eu les adaptations cinématographiques qui sont toutes très intéressantes et formidables. Et non, j'ai pas voulu. J'ai voulu m'inspirer. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est m'inspirer d'autres choses. Comme la mise en scène peut nourrir le jeu, je trouve. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que j'avais passé l'audition aussi pour le Malkovich. Alors, j'étais pas allée comme Arnaud jusqu'au dernier tour, hein. J'avais juste passé le premier tour. Mais Malkovich avait demandé un exercice qui m'est toujours resté en mémoire, que j'avais trouvé très intéressant. C'est que pour le premier tour, bon, à l'époque, j'étais jeune et fraîche, je passais Cécile de Volanges. Il avait demandé une scène d'audition de la pièce. Et à côté, il avait demandé à ce qu'on trouve une scène d'un autre personnage qui nous faisait penser au personnage pour lequel on passait. Hyper intéressant. Et ouais, c'est hyper intéressant. Et j'ai vraiment trouvé l'exercice formidable. Et c'est vrai que j'aime bien travailler comme ça. Maintenant, j'aime bien. Évidemment que je connais l'interprétation de Michel Pfeiffer par cœur. C'est
Elle a fait défrayer la chronique avec sa Madame de Tourvel. Elle est incroyable. Après, c'est difficile, encore une fois, de comparer cinéma et théâtre. L'adaptation d'Arnaud n'est pas la même c'est pas celle de Christopher Hampton. C'est-à-dire que ça va beaucoup plus vite pour le personnage de Madame de Tourvel. Il y a 3 grosses scènes, alors que dans la version de Hampton, il y a plusieurs petites scènes. Donc on sent le truc monter. Sauf qu'Arnaud a voulu que ce soit tout de suite brûlant. Pour que la scène d'après, il y ait le craquage, où on voit vraiment la branche se briser, et qu'enfin, on ait la grande scène de Ce n'est pas ma faute, qui est le désespoir à son apogée. Donc oui, je connaissais ces interprétations, évidemment, Pfeiffer étant le summum. Je parle juste de Madame de Tourvel, je parle pas des autres personnages. Il me semble que c'est Meg Tilly qui joue Madame de Tourvel dans le Milos Forman, que j'ai trouvé très intéressante aussi. Après, il y a des adaptations qui prennent beaucoup de liberté. On va pas parler de toutes les adaptations parce que alors là, sinon on n'est pas couché. Mais dans la version de Forman, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que Madame de Tourvel ne meurt pas. Elle prend beaucoup de liberté, mais Madame de Tourvel retourne avec son mari. Et c'est intéressant aussi de voir ça. En tout cas, pour travailler Madame de Tourvel avec Arnaud, j'ai préféré, moi, aller chercher des personnages, comme je disais tout à l'heure, d'autres personnages qui sont des cousins très éloignés. Il y a du Bérénice aussi, de Racine. Il y a, comme je disais, Marguerite de Faust. Il y a une cousine lointaine de Phèdre, vraiment très très lointaine. Mais dans l'idée de l'amour interdit, il faut pas le dire, il faut pas que je le dise, il faut pas que j'en parle. Voilà. Du coup, je trouve que c'est toujours intéressant, même dans les séries, les films que je suis amenée à regarder. Comme ça, pour mon plaisir, j'essaye toujours de trouver des choses qui peuvent me servir pour les personnages que je travaille. Voilà, en me disant, ah tiens, elle fait ça. Ouais, c'est marrant, c'est nos profs qui nous disaient ça tout le temps, et ils ont tellement raison, et je le dis encore, là, j'ai la chance de donner des cours aussi dans l'académie Aparté, et j'y étais ce matin, et je leur disais ça aussi. C'est vrai que sur le moment, quand on est élève, on n'a qu'une envie, c'est de montrer tout ce qu'on a dans le ventre. Mais pour montrer ce qu'on a dans le ventre, il faut être nourri. Ouais. Il faut être nourri. Et pour se nourrir, il faut aller regarder des films, il faut lire des bouquins, il faut aller au théâtre, il faut aller au musée, il faut... Et tous nos profs nous disaient ça. D'ailleurs, même Alain, paix à son rêve, Alain qui nous disait, mais ne partez pas pendant que les autres passent leur scène. Regardez, apprenez aussi en regardant les autres passer. Je disais ça avec beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse. Il dit, quand on est acteur, on est but un peu. Donc, allez piquer les trucs. Qu'est-ce qui fait que elle joue si bien cette scène-là? Qu'est-ce qui fait que lui, il est formidablement drôle quand il fait cette rupture-là? Soyez un peu pupute, allez piquer à droite, à gauche, chez les copains, chez les copines. De toute façon, ça va toujours passer par votre prisme à vous, qui est vous êtes votre propre instrument, vous êtes unique. Donc, il n'y a pas d'imitation. Ça ne marche pas, l'imitation. C'est juste comment nous, on interprète quelque chose qu'on a peut-être vu ailleurs, dont on s'inspire, mais ça passe toujours par le prisme du prisme de quelqu'un. Et je revoyais Ian McKellen, que j'adore. On peut voir juste ici l'autographe de Ian McKellen, que je suis très fan. On l'a eu en scène quand on était à Londres. Ian McKellen disait ça aussi à des étudiants. Il disait, mais la fameuse phrase de Shakespeare, de Comme il vous plaira, le monde est un théâtre, en fait, et tous les hommes et les femmes n'en sont que les acteurs. Et même dans le bus, même dans la vie quotidienne, il y a des situations où on se dit, si je mettais ça dans ce personnage, et si je mettais ça en scène, comme ça vient de se passer dans ce restaurant. En fait, l'inspiration, elle est partout. Il faut se nourrir, en fait, toujours, je pense. Hyper intéressant. Merci. Et décidément, t'aimes bien les pièces historiques puisque tu as aussi joué dans Le Montespan de Jean Telet. Et qu'est-ce que ça te fait de jouer des personnages d'une autre époque? Bon, j'adore ça. Non, mais en plus, moi, j'ai voulu devenir comédienne en voyant Cyrano de Bergerac. J'avais 4 ans, ma mère m'a emmenée voir Cyrano de Bergerac. En plus, c'était à cheval. Ils arrivaient vraiment à c'est vrai. cheval. Il y avait des combats d'escrime extraordinaires. C'était incroyable. Et donc moi, les pièces en costume, ça a toujours été mon dada.
sans mauvais jeu de mots avec le cheval. Et puis même l'histoire, ça a toujours été quelque chose qui me fascinait. Quand j'étais petite, j'ai étudié les religions pas pour parce que ma mère n'a pas voulu me baptiser en me disant tu choisiras toi-même ta religion. Et c'est pour ça que je n'en ai pas d'ailleurs. Mais ce qui m'intéressait dans les religions, c'était les mythes. C'était les histoires. Pourquoi on en est arrivé là, que ce soit dans la religion juive, pourquoi on en est arrivé là dans la religion chrétienne, pourquoi on en est arrivé là dans la religion musulmane, et même les polythéistes. J'ai été fan de toutes les histoires des dieux égyptiens, des dieux romains, grecs, enfin. Et il se trouve, en plus, quand j'en ai j'ai eu ma période aussi, Louis XIV, quand j'étais petite, et j'étais passionnée par Hélène de Montespan. Ah, C'était ainsi, je sais pas, j'en sais rien. décidément. Ouais. Et c'est vrai que des années plus tard, évidemment, j'ai toujours été fan de Jean Telet et ça a été une vraie découverte quand j'ai découvert le spectacle Mangez-le si vous voulez de Jean-Christophe Delay. Et en fait, le spectacle se passe. Moi, j'ai adoré ce spectacle. Et 5-6 ans plus tard, Franck Desmet, avec qui j'avais joué dans Adieu Monsieur Hoffman, ça a été un bonheur absolu de jouer ce spectacle, aussi la grande histoire, la petite histoire dans la grande histoire. En plus, on jouait aussi des personnages qui ont vraiment existé avec Franck, Otto Abetz et Suzanne Abetz. Et c'était intéressant. Je fais une petite parenthèse parce que Jean-Phi justement nous disait à juste titre, Franck avait créé le rôle. Moi, je suis arrivée après Charlotte pour la tournée parce que Charlotte devait être en alternance. Et c'est vrai que quand il me faisait travailler, Jean-Phi me disait mais il faut pas qu'on joue les nazis. Ça veut dire quoi jouer les nazis? Ça n'a aucun sens. Un nazi, il n'est pas bleu, blanc, rouge. Il faut jouer les hommes, les femmes, les êtres humains. Et ce qui est nauséabond, c'est déjà dans le texte. Les idées véhiculées par ces personnages-là, il y a pas besoin de les jouer, parce que sinon le spectateur va se dire ok, eux c'est les méchants, ça n'a pas d'intérêt. Au contraire, il faut qu'ils se disent ouais, il a la classe ce mec-là. Oh dis donc, elle est marrante cette nana. Et en fait, plus tu balances des horreurs, et c'est là que les gens vont être choqués, et c'est là que les gens vont se rendre compte de l'horreur qui est en train de se passer. C'est là que la catharsis va marcher. Donc effectivement, jouer des personnages historiques, il y a toujours quelque chose d'assez amusant, et il faut se renseigner sur ces personnages-là. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de trouver, je crois que c'était Meryl Streep qui parlait de ça, c'est de trouver en quoi ce personnage résonne en nous. Il y a des acteurs qui ont joué Hitler, et en quoi ce personnage-là va résonner en l'acteur. Évidemment que l'acteur trouve que le personnage est diabolique, monstrueux, mais les monstres, ça n'existe pas. Les monstres, c'est des êtres humains, avant tout. Donc, pour jouer ce personnage-là, il va falloir aller chercher l'humain qu'il y a derrière. Et c'est passionnant comme travail. Donc oui, Athénaïs, en plus, c'était rigolo, pour revenir sur le Montespan. Donc Franck, qui est aussi le directeur de la Huchette, m'a proposé une carte blanche, et il m'a dit voilà, tu fais ce que tu veux à la Huchette, tu mets en scène, tu joues, tu t'écris, enfin tu fais quelque chose. Et il se trouve que j'avais un ami qui a fini par jouer dans Montespan aussi, qui m'a dit mais tu connais, on cherchait des trucs à faire ensemble, et il m'a dit mais tu connais le Montespan de Jean Telet? Et j'ai dit, mais non, déjà, tu dis Jean Telet, tu dis Montespan, bon, tu m'avais attrapé, hein, quand même. Et je l'ai lu, et il se trouve que Franck m'a proposé ça au même moment, et je retourne voir Franck une semaine plus tard, et je dis, ça te dit, le Montespan de Jean Telet à 3 comédiens, j'adapte le texte. En fait, c'est Franck qui m'avait donné cette contrainte, il m'avait dit, la seule contrainte que je te donne, c'est qu'il faut que ce soit que pour 3 acteurs. Et donc, je lui ai donné l'idée, mais Franck, qui aime les défis, qui est un artiste complètement dingue, enfin voilà, que ce soit en tant que directeur de théâtre, en tant que comédien, enfin, il est génial, quoi. Enfin, il voulait quand même organiser les Jeux Olympiques de la Huchette avec le concours de lancer de réplique. C'est extraordinaire. On attend avec impatience. Oh, Franck, vas-y, fonce. Et donc, du coup, je lui ai dit, voilà, une épopée versaillaise sur 70 ans avec, il y avait centaines de personnages. Et il m'a dit, vas-y, banco. Voilà. Et donc, après, il y a eu le confinement. Et j'avais fini ma V1 quand le confinement a démarré.
Et donc, j'ai utilisé le confinement pour continuer à travailler. Et il se trouve que Étienne, du coup, était avec moi. Et Étienne voulait refaire de la mise en scène. Il avait mis en scène brillamment le monde plat de Pinter que j'avais trouvé formidable au Lucernaire. Ça avait été génial, ce spectacle. Et c'est pas parce que c'est Étienne que je l'ai laissé, je le pense vraiment. Et donc, du coup, j'ai proposé à Étienne parce que moi, j'avais envie de le jouer. Et il se trouve que tous ces éléments du puzzle, fait que le spectacle s'est formé avec nos deux camarades Simon Larbaron et Lucas Hirsch. Et ça a été génial. Ça a été une expérience incroyable. J'ai toujours pas terminé d'ailleurs. C'est incroyable. Et voilà. Donc, ce qui est intéressant aussi dans le fait de jouer Athénaïs, en tout cas moi, dans la version de Jean Telet, c'était l'opposé de l'image qui est véhiculée dans l'imaginaire collectif de tout le monde. On a tous l'image d'une Athénaïs de Montespan, calculatrice, manipulatrice, castratrice, sorcière, méchante. Ouais, on a tous cette image-là de coquette. Ouais. Et en fait, ce qui a intéressé les gens, c'est de se dire, mais qui était cette femme avant d'arriver à Versailles? Et effectivement, il a trouvé, en tout cas dans ses recherches, qu'il a fictionné, bien sûr, parce que évidemment, ça doit être un roman. On n'est pas sur un documentaire. Mais il a trouvé, en tout cas dans ses recherches, les traces d'une jeune femme très lumineuse, solaire, très amoureuse de son mari. Ils ont eu, effectivement, comme le dit Jean, énormément de problèmes d'argent. À l'époque, c'était rarissime de se marier par amour. Et c'était presque bizarre. Et ils avaient 2 enfants à nourrir. Je pense que aujourd'hui, sans jugement, et pourtant je suis maman, aujourd'hui, c'est pas parce que justement, c'est pas parce qu'on est maman qu'on a un jugement sur les femmes qui n'en ont pas ou qui en ont. Enfin, moi, j'ai hésité très longtemps avant de me dire que j'avais envie d'avoir des enfants. Je savais pas si j'en voulais. Et je pense que Athénaïs de Montespan a été pas du tout faite pour être maman. Je pense que aujourd'hui, ce serait une femme qui a pas d'enfant et qui l'assumerait très bien et qui le vivrait très bien. Sauf que il se trouve qu'à l'époque, il n'y avait pas de moyen de contraception et que c'était une pondeuse. Mais psychologiquement, émotionnellement, intellectuellement, elle ne voulait pas être mère. Et je ne vois pas pourquoi on lui jetterait la pierre et pourquoi elle aurait l'image de la diablesse et que Madame de Maintenon, ce serait la mère, Sainte Marie, mère de Dieu. Madame de Maintenon avait aussi énormément de casseroles, entre guillemets. Elle a quand même été responsable d'un massacre. Responsable. Rendons à César ce qui est à César. À un moment donné, Louis XIV était un roi, c'était à lui aussi de décider. Mais bref, je m'égare. Tout ça pour dire que jouer des personnages historiques, c'est passionnant. Ça réunit les 2 passions que j'avais quand j'étais petite, c'est-à-dire l'histoire et le théâtre et le jeu. Voilà. Après, c'est toujours intéressant. Madame de Tourvel n'est pas un personnage historique. Madame de Tourvel est un personnage de roman. Mais d'époque. Ouais. Mais Madame de Tourvel, ça peut être 1 million de femmes qui existaient à l'époque. Ouais. Aussi, c'est ça qui est beau. Ouais. C'est une aristocrate, certes, mais une anonyme parmi beaucoup. Alors que quand tu arrives, d'ailleurs, c'est terrible. J'ai une petite anecdote horrible, mais qui était rigolote, hein. Ça m'a fait rire et en même temps rire jaune. À Avignon, on joue Montespan et on rentrait par l'entrée publique avec Simon. Et Simon rentrait avant moi, et moi je rentrais en arrière. Et il se trouve que là, il y avait un couple de spectateurs qui était en retard. Donc l'ouvreur l'a mis dans le sas avec nous et on leur a dit, vous rentrez une fois qu'on est tous rentrés sur le plateau. Et l'homme du couple me regarde. J'étais en plus avec ma cape, ma capuche, tout ça. Et il me regarde et me fait, c'est vous, Madame de Montespan? Et je fais, oui. C'est vous la salope. Hein. Et là, tu fais, ok, alors t'es pas prêt, mon gars, mais dans la version de Jean Telet, voilà. Mais il n'empêche que c'est hyper agressif, ça dans la gueule. Et en même temps, ça montre le mec à quel point il est déjà à fond dans l'histoire. Mais je suis rentrée sur scène, j'étais un peu genre, oh. Sympa. Ouais.
Et tu as gagné un Molière pour ce spectacle, le Molière de la révélation féminine en 2022. Qu'est-ce que ça a changé à ta carrière? Alors, bah oui, j'étais très heureuse de ce Molière, de ça a récompensé le travail quand même de toute l'équipe. J'étais la mascotte, c'était cool. Et ouais, j'étais heureuse aussi pour. Bah, ça a pas changé vraiment à ma carrière entre guillemets. Ça a apporté surtout de la lumière et le spectacle. Et c'était ça aussi qui était important. Je pense que ça fait toujours du bien d'être reconnu par ses pairs, c'est sûr. J'ai vu que je planais totalement le soir de la cérémonie. D'ailleurs, heureusement qu'Isabelle Carré m'a tenue par le bras parce que sinon je m'effondrais. Je parlais plus qu'en onomatopée après. Hein. Du coup, j'ai fait I O U et elle était très gentille. Elle me dit ça va ma chérie, tu veux un verre d'eau, ça va. Donc c'était très rigolo. Donc oui, évidemment, je vais pas mentir. En faisant de la fausse modestie, j'ai été très très heureuse et c'est une reconnaissance qui fait du bien par où ça passe. Ça fait chaud au cœur. Après, effectivement, ce que ça change surtout, c'est pour le spectacle. Ça récompense vraiment une équipe, un texte, un théâtre, des comédiens, des interprétations. J'étais heureuse aussi parce que, donc, comme je le disais, c'est moi qui ai fait l'adaptation du texte. Et on a eu une très belle histoire, toute cette équipe avec Jean Telet, qui était vraiment l'ange gardien de ce spectacle, qui était très heureux, très fier. Et vraiment, par rapport à l'histoire de ce spectacle, ce qui est fou, c'est quand même qu'on a démarré à la Huchette et qu'on a fini au Théâtre du Gymnase, qui était 8 fois ou 9 fois plus grand. Enfin, c'est-à-dire que la Huchette, c'est 80 places et 98, peut-être, je sais plus. Oh là là, c'est très très grave. Je sais plus, 90, je crois que c'est 90. Et on est arrivé au Gymnase qui fait 800. Donc voilà, en passant par Avignon, on n'a même pas eu besoin de tracter. C'était la première fois de nos vies qu'on n'avait pas besoin de tracter. On était là, c'est complet, c'est trop cool. Il y a plus qu'à aller boire des packs à l'eau. Et on était heureux comme tout. C'était vraiment génial. Enfin, cette aventure a été incroyable. Après, on a continué au La Bruyère. C'était une expérience. En plus, on a continué un petit bout de temps. Donc, c'était vraiment une expérience folle. Enfin voilà, le Montespan, ça restera toujours une aventure particulière. J'ai carrément fait une tournée avec Simon et Mika de 70 dates alors que j'étais enceinte. J'ai joué jusqu'à 7 mois. Donc c'est vrai que c'était vraiment cool. S'il y avait bien un rôle que je pouvais jouer enceinte, c'était Anaïs de Montespan, étant donné qu'elle est enceinte 14 mois dans sa vie. Mais c'est plus tout ça que je retiens, même si évidemment le Molière, je m'en souviendrai toute ma vie. Cette émotion a été incroyable, cette soirée a été incroyable, cette récompense a été incroyable mais c'est tout tout ensemble, c'est un ensemble en fait, c'est tout ce spectacle et toute cette aventure qui a été incroyable. Est-ce qu'il y a des prochains projets dans les tuyaux dont tu pourrais nous parler? Ouais. Là, j'ai fait une adaptation avec Hélène Degy, qui est d'une BD de Coco Boer. Voilà, elle a fait on a fait une adaptation de Dessiner encore, et qui nous touche beaucoup. Avec Hélène, voilà, ça nous touche. On adore cette femme qu'est Coco, on adore ce qu'elle est, son travail, et donc on est en train de travailler là-dessus. Voilà, je suis en train aussi d'essayer de monter une adaptation d'un film de 1937. Alors là, c'est un gros bébé, donc là pour le coup, je donne pas le titre parce que je sais pas où on en est. C'est une comédie. Ok. En tout cas, c'est une comédie avec 9 comédiens et moi, je voudrais en faire un spectacle musical. Voilà, on a fait plusieurs lectures et on est en train de chercher où, quoi, comment. Et il y a un autre projet sur le déni de grossesse que j'aime beaucoup avec Raphaël Cambrai, qui est une artiste que j'adore, voilà, qui mettrait en scène et qui jouerait dedans, qui ferait la sage-femme. Moi, je ferais la femme qui fait un déni de grossesse.
Il y a une adaptation d'un roman qu'Étienne est en train de préparer, mais c'est mi-adaptation, mi-écriture originale. Voilà, où là, pareil, je retrouve la famille. C'est chouette aussi de se retrouver alors que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas travaillé ensemble. Et donc voilà, je peux pas en dire plus parce que c'est le projet d'Étienne. Je ne suis que comédienne dessus et je me réjouis parce que c'est vrai que c'est un projet très original et qui moi me séduit aussi depuis que je suis ado. Oh, Voilà. dis donc. Voilà, le thème me parle beaucoup depuis que je suis ado. Mais en tout cas, en projet perso, effectivement que je peux dire là maintenant tout de suite. Il y a aussi une comédie qu'on fera l'année prochaine. Pour le coup, là, c'est presque sûr, avec Étienne en tant que comédien et moi en tant que comédienne, avec une équipe qu'on adore. C'est Ludovic Laroche, Stéphanie Bastide-Bay, Nicolas Saint-Georges, Bernard Malaga, Marie-Christine Le Thor. Et c'est une comédie complètement déjantée. Et ça me fait trop plaisir parce que ça faisait super longtemps que j'avais envie de jouer ce registre-là. Ça c'est écrit par Sébastien Blanc et Nicolas Poiret, qui sont complètement dingue, vraiment, qui ont une écriture incroyable. Et ce sera mis en scène par Élie Rapp. Ok. Et voilà, donc ça c'est l'année prochaine. Et ça, cette comédie, elle me réjouit. On a hâte. Et est-ce que tu vas aussi au théâtre? Ça m'arrive. Et est-ce que tu as un spectacle à nous recommander? Bah oui, of course. 4211. Bref. 4211, qui est, moi, une énorme claque que j'ai prise dernièrement. J'étais en larmes absolues. J'adore cette équipe et j'adore le spectacle, le propos, le texte. Je recommande évidemment la comédie Je m'appelle Georges et vous au Théâtre La Bruyère qui fait un bien fou. Je confirme. C'est du 100p au théâtre. Voilà, c'est de la BD. Ce que je trouve génial dans 100p, c'est à la fois l'humour féroce et à la fois la poésie complètement, c'est fantaisiste. Et ouais, 100p avec une ligne, il nous emmène ailleurs. Et c'est là ce qui se passe dans Je m'appelle Georges, c'est que tous ils sont 5 et déjà on a l'impression qu'ils sont 50 et effectivement je trouve qu'il y a même un peu de Genet, un peu d'Amélie Poulain dedans. C'est de la comédie romantique un peu particulière. Enfin, c'est ça que j'aime dans la comédie romantique. C'est pas banal. Ouais. Là, c'est une comédie romantique qui a son charme bien particulier parce que c'est sur les prénoms et dans la façon dont c'est mis en scène et dans la façon dont c'est interprété. Eh ben, merci Salomé. Merci à toi. On peut te retrouver dans le spectacle Les Liaisons Dangereuses à la Comédie des Champs-Élysées jusqu'à fin avril. Courez-y parce que c'est vraiment un super spectacle. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette interview. Si ce moment vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast, à le partager autour de vous et à vous abonner bien sûr pour être au courant des prochains épisodes. Un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast Et si on allait au théâtre ce soir. Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie, parce que ça la rend plus jolie. Bye bye.